Mesdames, Messieurs, bonjour. Saluez et Elisette qui est d'abord, désolé pour le retard. Au nom de moi-même, au nom de la faculté Leaders University, au nom du corps enseignant et du staff administratif, j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous, de souhaiter la bienvenue à mon ami, à mon grand ami Sita, que tout le monde applaudit bien sûr. Nous accueillons aujourd'hui Sita à trois titres. D'abord, c'est l'ami personnel. Deuxièmement, Siad Al-Karam, en tant que président du directoire de l'Impact, c'est le partenaire de la faculté. Vous savez que Siad Al-Karam a financé en grande partie cette belle institution universitaire et que grâce à Bank, à la Suisse Bank et aux actionnaires, ce projet a pu voir le jour dans le Gabon et à la Bonne. Et le troisième titre, bien sûr, Siad Al-Karam, comme vous le savez tous, c'est une grande personnalité du monde de la finance, de l'économie et de la banque. Et je vous le dis très sincèrement, Siad Al-Karam est incontournable. Et notamment pendant les périodes de crise, on a besoin de ces visions, de sa lecture des événements, et puis il a un côté très réaliste, comme vous allez le voir tout à l'heure. L'intitulé de la conférence, c'est les défis de l'économie tunisienne. Bien sûr, je ne vais pas parler la parole, encore moins parler de ce sujet, etc. On va vous en parler largement, mais je vais vous citer trois citations. La première, c'est celle qui a été que M. Churchill, Winston Churchill, que vous connaissez tous d'ailleurs, c'est sa citation à lui. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Nous pensons à notre Tunisie, à l'économie, et je crois qu'une belle citation est de mise aujourd'hui. La deuxième, c'est celle de Martin Luther King. Il disait la véritable grandeur d'un homme ne mesure pas des moments où il est à son aise et lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Et la troisième, qui n'est pas moins importante, moins subtile, c'est celle de Franklin Delano Roosevelt, le président américain, qui disait il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Mes chers amis, mesdames et messieurs, nous nous sommes engagés, la faculté s'est engagée sur un programme avec vous. D'abord, assurer des cours de qualité grâce à des professeurs de qualité. C'est l'occasion de m'adresser en mon nom personnel ainsi qu'à celui des dirigeants de cette institution et de ses actionnaires, de leur exprimer nos remerciements pour l'effort qu'ils font pour encadrer nos étudiants. Vous savez que non seulement nous assurons des cours selon le programme établi, mais aussi il y a des séances de rattrapage pour tous les étudiants à Siad aujourd'hui, dans cette petite faculté que je vois très grande dans quelques années, Inch'Allah. Nous assurons des cours parce qu'il y a une hétérogénéité au niveau des profils des étudiants. Nous assurons des cours pour tous les étudiants, ceux qui n'ont pu suivre l'avancement normal des cours ETT, de l'enseignement. Et je suis content de remarquer, de constater que nos professeurs ont donné suite favorable à cet appel lancé par la direction. Aussi, nous avons prévu des conférences mensuelles. Cette conférence est la deuxième. La première a été donnée par Sito Zedoumi, président de Shekel, à Belom. C'était une belle conférence. D'ailleurs, ce mardi, vous savez que vous êtes invité à une visite des usines de Shekel, à ce mardi, pour tous les étudiants de la faculté. Nous avons promis un certain nombre de points et nous respectons nos engagements. La deuxième conférence sera donnée tout à l'heure par Si Ahmed El-Karam. Troisièmement, notre faculté assure les stages. Il y aura certainement des étudiants parmi vous qui feront leur stage à Shekel, mais certainement, c'est là qu'on le fait comme d'habitude gracieusement,
à la même banque aussi, à la banque de la Tunisie. Et le quatrième point, nous avons promis d'être à vos côtés toujours. Et même banque, encore une fois, au rendez-vous, finance une partie finance les études de certains étudiants. Monsieur le directeur général vient de vous confirmer que la banque a donné son accord pour financer un certain nombre de crédits pour les étudiants qui poursuivent leurs études à la faculté. Plusieurs choses ont été promises. La plupart de ces choses-là sont dues et elles ont été réalisées. Mesdames et messieurs, chers amis, les professeurs, les hommes, je souhaite la bienvenue aussi aux invités de la banque et de Suiciland. Écoutez, nous allons parler de défis. Parler de défis peut conduire à deux résultats en fait. Lorsqu'on réussit à relever le défi, lorsqu'on aura rêvé pour relever le défi, c'est bon de réaliser ses rêves, c'est encore mieux d'être ambitieux pour que les défis deviennent réalité, pour que les rêves deviennent réalité, pour surmonter les défis. Mais de l'autre côté, certains défis malheureusement sont insurmontables et les rêves deviennent cauchemars. Ce que je souhaite pour notre pays, pour notre belle Tunisie, pour notre économie, c'est que le défi deviendrait finalement un beau rêve qui sera réalisé. Si Ahmed Grand saura certainement en parler mieux que moi, merci de votre attention. La parole à Sidra. Merci pour moi, Ariel, c'est le thème qui m'a mis. Est-ce que vous permettez d'entendre votre relance? Ça va, tout le monde entend? Oui, ça va m'écouter. Bien. Je suis aujourd'hui avec vous triplement heureux et honoré. Et en cela, je ne vais pas vous dire une intervention qui m'a faite à mon arrivée à Dafous. Je suis heureux parce que celui qui m'invite, et je ne peux pas me refuser l'invitation. Notre parcours est un parcours déjà historique et la moindre des choses est de venir appuyer ce qu'il est en train de faire très intelligemment dans la région de Naguel. Lui, il a refusé de faire cette école à Tunis sur tout le monde. Il a voulu la faire à Naguel parce que c'est effectivement l'endroit le plus adapté, l'endroit le plus élit pour qu'effectivement les projets semblables se développent de manière assez importante. Deuxièmement, je suis chez moi. Nous sommes actionnaires de cette prestigieuse université. Et notre participation a été faite pour soutenir des initiatives intéressantes qui sont présentées à nous. Mais nous sommes disposés à aller au-delà, à accompagner l'université dans toute son évolution. Je pense que ceux qui gèrent l'université ont inspiré un plan de développement ambitieux. Ils parlent très prochainement de 800 étudiants et cela demandera sûrement soutien financier que nous sommes disposés à donner. Troisièmement, je suis heureux d'être à Naguel, la capitale du Gabon. C'est une ville qu'on vous allez voir durant mon exposé qui présente réellement les caractéristiques nécessaires pour faire face d'un avenir nouveau pour la Tunisie. C'est une ville qui réunit beaucoup d'atouts qui sont de nature à faire face aux défis de l'économie tunisienne. Vous savez maintenant, sur le plan de l'économique, depuis la Révolution, tout le monde parlait politique, et c'était normal. Il fallait mettre en place une nouvelle république, un nouveau mode de gestion démocratique, et ça a accaparé toutes les capacités en Tunisie. Nous sommes maintenant à l'achèvement de ce processus. Avant la fin d'année, j'espère qu'on va avoir toute quiétude, achever l'œuvre avec un président qui va pouvoir, qui vont coordonner l'avenir de la nation. Ces présidents, ce nouveau gouvernement, ce parlement auront sur leur table
des dossiers épineux touchant la sphère économique et sociale, des dossiers qui n'ont pas eu leur chance durant la période de transition. Mais maintenant, il est urgent de les régler, de les rapporter les solutions qu'il faut, parce que l'on va de la stabilité politique et sécuritaire du pays, et l'on va également de l'avenir de nos enfants. Les dossiers traitent de défis majeurs. Le premier défi auquel le décideur doit s'y atteler, c'est comment lutter contre la pauvreté et l'exclusion. La révolution en Tunisie avait certes de slogans de démocratie et de liberté, mais avait également demandé l'emploi et l'équilibre régional. Il est indispensable qu'en Tunisie cesse ces comportements de développement matériellement valables, mais qui est très mal réparti entre les couches de la population et entre les différentes régions du pays. Et cette quête d'égalité économique conditionne, comme je l'avais dit, la stabilité politique et demande des actions rigoureuses touchant au moins 4 aspects essentiels. Tout d'abord, il faudrait revoir toutes les règles de gestion des investissements. Il faut que les investissements s'orientent prioritairement vers le projet créateur d'emplois. Il n'est pas normal qu'on ait 30% de diplômés qui sont actuellement au chômage, alors qu'ils sont pétris des capacités et des dispositions à travailler convenablement pour offrir des opportunités dépendent principalement de l'investissement. Donc, revoir les cadres juridiques de promotion d'investissement pour qu'ils donnent la priorité à l'emploi et à l'emploi des diplômés. Il faut deuxièmement revoir la structure de gouvernance. Actuellement, toutes les décisions sont prises au centre, très loin des régions. Personne ne s'occupe convenablement de ce que veulent les régions de leur faire dans leur propre terroir. Désormais, il est indispensable qu'ils créent des structures qui comprennent les besoins de la population régionale et qui proposent des solutions adaptées à leurs besoins. Et le découpage du pays devrait effectivement changer complètement pour s'orienter vers des zones économiques transversales, réunissant de gouvernorats côtières et de gouvernorats de frontières, afin qu'il y ait des synergies permettant effectivement de se développer autour d'États porteurs. Chaque région de la Tunisie a des spécificités. La région du Cap-Vert, elle est connue, le tourisme, l'agriculture, les services. Il faudrait que les actions se développent autour de ces axes majeurs. La région du Sud, elle est connue par l'énergie, le phosphate. Il faut que le développement se développe dans ce cadre-là. Donc, trouver dans chaque région de la Tunisie des avantages compétitifs autour desquels on construit des projets durables, créateurs d'emplois et porteurs sur la croissance et le développement économique. Troisièmement, il est nécessaire, si nous voulons effectivement lutter contre la pauvreté, de développer un grand programme de logements sociaux. Il est dit dans l'économie que quand le logement va, tout va. Vous ne pouvez pas imaginer les effets économiques de la construction de logements. Les effets tout d'abord au niveau de l'emploi dans le secteur lui-même des bâtiments, au niveau ensuite de tous les matériaux qui sont nécessaires pour la construction de logements, au niveau de tout ce qui est nécessaire pour équiper le logement en confort électrique, en eau, en meubles et autres. Donc, un programme de logement social réalisé dans les régions elles-mêmes par les hommes de la région. Attention, il n'est pas question d'importer des biens ou des équipements pour construire le logement. Il faudrait qu'à sa base, ces entreprises locales qui elles-mêmes ont créé à leur deuxième niveau de l'emploi de notre pays. Et, quatrièmement et enfin, il faudrait que se développent des structures de financement dont peut bénéficier le jeune diplômé. Actuellement, les banques font un effort, mais les banques sont soumises à des contraintes réglementaires, à des problèmes de variation des risques. Elles ne peuvent pas, avec leur forte volonté, financer la petite entreprise, financer la petite PME. Par contre, il y a des structures qu'on peut développer en la matière. En fin de compte, un jeune, prenons un jeune dans la région du Cap-Vert. Qu'est-ce qu'il a besoin pour réaliser un projet valable, un projet qui tient la route? Il a besoin qu'on l'aide
pour identifier convenablement son projet, avec bien compte de contraintes de marché, qui tient compte des demandes de la clientèle. Il a besoin de connaître sur le plan financier, afin qu'il puisse investir, acheter les équipements, les hommes et les femmes qui vont aider dans sa mission. Et il a également besoin, parce qu'on l'accompagne dans toutes les démarches qu'il va faire auprès de l'administration, qui sont très complexes, sont inutiles malheureusement, auprès, n'est-ce pas, des fournisseurs, auprès des clients, auprès de toutes les structures d'accompagnement de l'entreprise. Mon souhait est que se crée dans toutes les régions de la Tunisie de structures appelées gestion de fonds d'investissement. C'est-à-dire de fonds d'investissement qui seront mobilisés par le banque indirectement, par les hommes d'affaires de la région, par les bailleurs de fonds internationaux, par le pouvoir public, pour effectivement mettre à disposition de ce jeune à l'argent nécessaire pour se développer. Et également, les gestion de fonds auront à l'inverse des banques, non pas de donner un financement et l'oublier, non, d'accompagner le jeune formateur, de lui donner tout le soutien, d'être à côté de lui, de répondre immédiatement à sa demande, pour lui donner le conseil qu'il faut, pour lui donner l'avis qu'il faut. C'est le maillon manquant qu'il existe. Ce maillon commence maintenant à avoir le jour à travers ce qu'on appelle la microfinance. Vous connaissez maintenant Nienda, qui s'installe partout en Tunisie, d'autres sociétés qui également s'installent, et la même banque, nous avons fait comme choix d'être l'organisme financier qui va soutenir en fond toutes les sociétés de la microfinance. Tous ceux qui veulent s'installer pour encadrer, promouvoir, aider les jeunes, nous sommes à leur côté pour leur apporter le moyen et le financement nécessaire. Ces 4 axes, si nous voulons le mettre en place rapidement, pour effectivement aider sensiblement à réduire la pauvreté et à créer de l'emploi. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'acte d'investir demande une rentabilité pour qu'il soit pérenne, pour qu'il soit permanent. L'environnement économique et social est indispensable pour garantir la rentabilité. Si vous installez une usine ou un petit atelier et vous n'avez pas l'infrastructure routière nécessaire, vous n'avez pas l'infrastructure, disons, en termes d'Internet, en termes d'électricité, vous ne pouvez pas aller très loin. Si vous n'avez pas de structure de formation de vos employés, vous ne pouvez pas aller très loin. Et cet environnement des affaires est la responsabilité de l'État. C'est à l'État de préparer l'environnement propice à lancement d'affaires durables. Mais l'État, et ça c'est notre deuxième défi, mais l'État peut-il réellement remplir sa mission? C'est un gros problème. Vous savez, le déficit budgétaire actuellement représente 7% du PIB. Que l'État tunisien est largement surchargé par des dépenses de fonctionnement, des salariés en surnombre, des fonctionnaires en surnombre, largement handicapé par la caisse de compensation qui subventionne la consommation. Donc, en fin de compte, restera très peu de choses pour investir, très peu de capitaux pour faire des autoroutes, pour faire des routes, pour faire des barrages, pour faire des zones industrielles. Comment régler cette question-là? Comment faire de telle manière que l'État trouve le nécessaire pour accomplir sa mission et aider à cette mutation indispensable sur le défi de la réforme des finances publiques. Et cette réforme passe par 2 voies fondamentales. La première voie, il faut augmenter les recettes. Il n'est pas normal qu'une frange très petite de la population contribue à alimenter les sources budgétaires. Il faut que la pression fiscale s'exerce équitablement sur toutes les couches de la population. D'où la nécessité de réformer, n'est-ce pas, le code de la fiscalité, d'où la nécessité de lutter contre le marché parallèle. Le marché parallèle qui crée des phases négatives pour l'équilibre économique et également pour la collecte de ressources d'impôts pour le compte de l'État. Il faut également traiter les questions de dépenses. Ça, c'est le prix de recettes, le prix de dépenses. Je pense qu'il est difficile maintenant, vu un peu le cadre politique, de dire qu'il faut revoir le statut des fonctionnaires. Déjà, nous avons un problème de chômage.
Si vous allez lire le nombre de fonctionnaires, vous allez augmenter le chômage. Donc, momentanément, laissons cette question-là de côté. Mais il y a une autre question qu'il faudrait combattre rapidement, c'est la caisse de compensation. La caisse de compensation, c'est un gouffre. Certes, il y a des idées maintenant pour que la caisse de compensation bénéficie uniquement à ceux qui sont nécessiteux. C'est-à-dire transformer la subvention des dépenses en subvention de revenus. Donner du revenu aux couches de plus défavorisées pour qu'ils puissent consommer au plus de marché, donc ne pas subir par l'inflation parce qu'ils ont le risque supplémentaire. Parce que la caisse de compensation maintenant, elle profite à tout le monde, comme vous le savez. Elle profite aux touristes, elle profite aux amis libyens qui viennent chez nous, parce qu'ils consomment chez nous, n'est-ce pas, le pain, le sucre et autres. Donc il faut changer la règle. Mais là, ça demandera du temps. Je pense qu'il faudrait lutter sur les origines de cette subvention, qui sont de deux natures. Quand vous prenez les caisses de compensation, vous trouverez que ce déficit provient de l'énergie, donc du pétrole, à 80% à peu près, et provient de l'agriculture, subvention de céréales et autres, à 20%, certainement. Pourquoi on a des problèmes au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture? Parce que malheureusement, on ne sait pas vous occuper convenablement de ce secteur. Commençons par l'énergie. Je vais vous dire quelques informations récentes qui sont très utiles. Vous savez que l'Amérique, les États-Unis, était depuis quelques années en situation très difficile sur le plan économique. L'Amérique maintenant est en train d'émerger. La croissance de l'économie américaine se construit et se manifeste de manière forte, à l'inverse de l'Europe d'ailleurs. Et pourquoi l'Amérique a-t-elle réussi à regagner le sentier de croissance? Elle a réussi à développer ce qu'on appelle de ressources pétrolières énergétiques non conventionnelles. C'est le fameux pétrole et gaz de schiste. Avec le pétrole et le gaz de schiste, l'Amérique est maintenant le premier producteur mondial de gaz. Elle a dépassé l'Iran et l'Union soviétique. La Russie, maintenant c'est la Russie. Là, dans presque 5 ans, l'Amérique sera le premier producteur mondial de pétrole. Elle va dépasser l'Arabie saoudite. En l'an 2025, l'Amérique serait exportateur net de pétrole. Vous voyez le changement. Un pays qui était dominé, n'est-ce pas, dans le sens où il avait besoin de ressources énergétiques qu'il allait chercher principalement de Moyen-Orient, dans la région du Golfe. Maintenant, il va avoir besoin de cette région-là. Le stratège pose maintenant la question. La 5e flotte américaine, qui est maintenant dans le Golfe Persique, le Golfe Arabe, de l'océan Indien, qui est là pour protéger le pays du Golfe. Est-ce qu'elle va rester là-bas ou non? C'est pas sûr. Pas sûr. Parce que ça coûte cher à l'Amérique. De grandes bases militaires américaines, qui sont, comme vous le savez maintenant, à Qatar et aux Émirats et autres, est-ce qu'ils vont rester? C'est pas sûr. Donc, grâce à l'indépendance américaine, ou à cause de l'indépendance américaine, toute une région sera livrée à elle-même. Le pétrole, n'est-ce pas, des régions du Golfe, le plus stratégique pour l'Amérique, parce que selon occidentales, en termes de pétrole, vont exporter pour la vente. C'est grâce à une option stratégique pour développer les gaz et le pétrole de schiste. Nous, en Tunisie, on se refuse d'ouvrir ce débat. Nous avons, la Tunisie, malheureusement, est un pays qui n'est pas riche, mais un pays qui a des gisements en pétrole et gaz de schiste, mais pour des considérations d'environnement qui sont compréhensibles, voyez, mais qui ne devraient pas aller jusqu'à bloquer les débats. Et certes, le gaz de schiste peut provoquer des dégâts sur l'environnement, mais il faut les analyser, il faut écouter les experts, il faut faire la part des choses, il faut traiter tout ça. Nous ne pouvons pas mettre le courroie sur une source fondamentale, énergétique, qui va permettre le développement des pays, de la caisse de compensation, parce que soi-disant, certains illuminés considèrent que c'est le fils de l'environnement. Si sur les cas de manière catégorique, pourquoi l'Amérique s'y adonne? Pourquoi la Grande-Bretagne s'y adonne? Pourquoi notre pays structuré et démocratique s'y adonne? C'est un débat à ouvrir et très sérieux pour l'avenir du pays. Toujours dans l'énergie, et ça va des recommandations, il est indispensable de développer des programmes d'économie d'énergie. Nous faisons beaucoup de gaspillage d'énergie en Tunisie. Beaucoup de gaspillage au niveau de la consommation domestique,
au niveau ensuite de l'utilisation de ressources énergétiques industrielles. Vous savez que nous avons maintenant, la technologie nous permet de pouvoir des programmes de cogénération, de trigénération, de fait que le gaz ou que l'énergie qui sort des équipements et des machines, pour qu'elle se perde actuellement et de le récupérer et d'utiliser de nouveau. Cette récupération devrait constituer une priorité pour réduire la facture énergétique. Troisièmement, la Tunisie est un but soleil. Et la technologie permet maintenant d'exploiter par des sources photovoltaïques et autres l'énergie solaire à des conditions acceptables. Nous, malheureusement, on n'a rien fait en la matière. Le Maroc, qui a commencé largement après nous, est en train de nous dévancer, et vu que 20% au Maroc de leurs besoins de consommation d'électricité provient d'énergie solaire. Nous ne sommes même pas à 0,1 ou 0,5%, alors que nous sommes un pays solaire. Il faudrait, quatrièmement, et enfin, pour l'énergie, penser sérieusement à l'énergie nucléaire. Nucléaire qui évalue tout l'effort que vous allez faire pour développer l'énergie conventionnelle, ou même non conventionnelle, elle sera coûteuse et elle ne permet pas de réduire sensiblement la base énergétique. Le seul moyen, c'est l'énergie nucléaire. L'énergie pacifique, comme c'est le cas maintenant en Europe, dans d'autres pays. Il faudrait que nos ingénieurs, nos chercheurs, nos savants se penchent sur la question et tracent l'avenir de la Tunisie pour la question nucléaire qui est indispensable si nous voulons effectivement développer le pays au moins de l'eau. Voilà donc pour la première source d'énergie. Les gens sont là, mais il faudrait les aborder avec courage et avec lucidité. L'agriculture, la deuxième source du déficit de la caisse de compensation, donc du déficit budgétaire. L'agriculture est là, j'aimerais vous sensibiliser, c'est quelque chose de fondamental. S'occuper de l'agriculture, ce n'est pas question de choix économique, question de choix stratégique, question d'alimentation de la population. Certains d'entre vous ont peut-être eu entre leurs mains les derniers rapports de la Banque mondiale qui a été réservé à la région du Moyen-Orient pour analyser les effets du réchauffement planétaire sur ce pays. Les conclusions sont dramatiques. Durant les 30 prochaines années, nous allons avoir non pas 3 mois d'été, mais 4 mois d'été. La sécheresse va attaquer le 2/3 de la Tunisie. Le rendement de céréales irriguées, je ne dis pas de céréales en sec, irriguées va baisser de 30%. Donc prochainement, le plat de spaghetti que nous mangeons actuellement, le plat de couscous que nous mangeons actuellement sera tolérable. On ne va plus pouvoir avoir le moyen pour l'acheter et pour le manger. On est grave encore, parce que ce qui arrive à la Tunisie arrive au reste du monde. Même si vous voulez acheter des céréales et manger, personne ne vendra de céréales. Vous savez, cette année, par exemple, il y a une crise mondiale de céréales. Et vous savez qui a sauvé le monde? Le monde est sauvé par qui? Par le Canada. Pourquoi le Canada? C'est parce que c'est le pays le moins affecté par le réchauffement planétaire. Regardez ce pouvoir, comme vous le savez, donc leur production a augmenté et a compensé d'autres médicaments, mais lui-même, devant la pression de la demande, pour ne pas suffire à alimenter la planète. Donc, l'agriculture est des questions desservies pour l'alimentation de la population tunisienne. Il faut qu'ils s'en occupent à ce titre-là, indépendamment, et je mesure mes mots, je suis un banquier, je l'ai dit, indépendamment des rentabilités de courte période qui pourraient parfois orienter certaines décisions. Donc cela, j'ai 4 propositions à faire. La première, c'est la recherche. Rien ne se fait sur la recherche. Et je vous dirai après pourquoi la recherche est fondamentale. Et la recherche, en termes agronomiques, en termes, disons, de biotechnologie, ne devrait pas être à la du secteur public. Le privé doit s'y mettre. Doit s'y mettre et sérieusement. Et l'État doit l'aider à s'y mettre. Pourquoi le privé? Parce que le privé est plus efficace que l'État. Le centre de recherche public, ils font de la recherche sur la recherche. Mais le privé va le faire pour rentabiliser la recherche de recherche. Donc, introduire dans le circuit de recherche des capitaux privés et les pousser à le faire pour garantir le choix des semences qui vont précisément pouvoir supporter le réchauffement planétaire. Nous avons une chance là. Les études montrent et des céréales qui supportent un très bel réchauffement planétaire se lâchent.
l'orge est consommée en Tunisie, mais de manière très modeste, du céréales pauvres. Donc pourquoi ne pas faire de recherche pour que l'orge devienne effectivement céréales de qualité et demandée par le Tunisien pour effectivement remplacer le blé dur qui va disparaître et nous défendre que nous ne produisons pas de 30 ans. Deuxième volet qui est également très important, c'est essayer un peu de réduire les démembrements. Nous avons des terres qui sont très réparties en Tunisie, nous n'avons pas de grands domaines. Et les productions demandent des domaines. Il faut des lois qui interdisent, n'est-ce pas, le démembrement des terres. Il ne faut pas que l'héritage on lieu systématiquement un saucissonnement des terrains agricoles qui est très néfaste pour la rentabilisation des cultures. Troisièmement, et c'est également très important, il faut faire des partenariats. Vous savez que la Tunisie a certes des difficultés, mais elle a des chances. Actuellement, toute l'Europe nourrie par l'Espagne, pour ce qui est fruits et légumes. Les fruits et légumes que vous trouvez dans le marché européen sont d'origine espagnole. Mais l'Espagne a des problèmes, parce que premièrement, elle n'a plus de terres arables, ces terres arabes sont de l'Andalousie, dans les côtes. Ils sont malheureusement bouffés par les hôtels, donc il n'a plus de terres arables. Et deuxièmement, la nappe phréatique, la nappe d'eau, a été tellement utilisée qu'elle s'est épuisée. Donc les Espagnols viennent maintenant chez nous. Ils viennent chez nous avec leur technologie, leur savoir-faire, pour que nous soyons à leur place des exportateurs de nos produits vers l'Europe. C'est une chance qu'il faut saisir, parce que sinon on ne la saisit pas. Où est-ce qu'ils vont nos amis espagnols? Au Maroc. Vous voyez? Et le Maroc, comme vous le savez, a des politiques plus ambitieuses en matière d'agriculture étrangère. Donc, deux partenaires stratégiques sont très nécessaires en termes de développement des agricultures modernes qui sont acceptées par le marché mondial. Et le troisième point qui est très important, il ne faut pas le sous-estimer, plus que les terres tunisiennes ne sont plus des terres où on peut cultiver des produits, n'est-ce pas, qui alimentent la population. Il faut chercher des terres ailleurs. Commencez à acheter des terrains. Corée du Sud a acheté presque 10 ou 15% de Madagascar. La Chine s'implante en France, achète des terres en Éthiopie. Les Émirats arabes unis et le Qatar achètent des terres en Australie. Là où il y a effectivement capacité exploitée à rentabiliser la culture, de penser également, d'ores et déjà, acheter des terrains dans des régions qui seront le moins affectées par le réchauffement planétaire. Donc, vous voyez, nous avons ce programme, les clés vitales, parce que l'on voit de la survie dans le sens propre du terme de notre population. Et cela m'amène quand je dis investir par l'étranger, quand je dis faire des partenariats, quand je dis exporter, cela m'amène au troisième défi qui est très important. C'est le défi extérieur. Et l'histoire nous renseigne. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes en Tunisie, chaque fois où la Tunisie a subi des pressions très négatives, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à gérer la donne extérieure. Qu'est-ce que la donne extérieure? Elle est simple. Il faudrait que vous ayez suffisamment de devises pour faire face à vos besoins d'importation. Il ne faut pas que vous ayez un déficit commercial ou un déficit de la balance courante. Or, ce que nous constatons maintenant en Tunisie, c'est que le déficit en devises est en train de s'aggraver d'une manière très inquiétante. Vous êtes sûrement au courant que les importations de la Tunisie augmentent d'un taux qui dépasse largement celui de l'augmentation des exportations. Les exportations augmentent de 2%, les importations de 12%. Notre déficit extérieur s'aggrave. Et il est urgent, vraiment urgent, de remettre les exportations au cœur de notre stratégie de développement. Il faudrait que tous nos moyens tendent vers la société exportatrice, vers la société qui s'attend de l'exportation. Et là, certes, l'Europe est un partenaire pour la Tunisie. L'Europe reçoit à peu près 75% de nos exportations. Mais vous êtes au courant, mieux que moi, que l'Europe vit une situation très difficile. Que la croissance européenne, elle est à tonne, pour ne pas dire qu'elle est négative. Que compte uniquement sur l'Europe, ça ne nous donne pas de possibilité sérieuse d'augmentation de l'exploitation de cette devise. Il faut donc chercher ailleurs. Attention, je ne dis pas qu'il faut quitter l'Europe. Non, pas du tout.
continuer à développer le marché européen, parce que quelque part le marché est faible. Mais il faut également diversifier nos sources d'exportation. Et là, vous avez deux continents qui sont en train de se développer et la Tunisie totalement absente de ces deux continents. Évidemment, la Chine. Pensez que la Chine est maintenant, et c'est confirmé, le premier marché mondial. Elle a dépassé l'Amérique. La Chine est le premier marché mondial d'importation de produits. Parce que les gens, quand on parle de la Chine, ils pensent exportation. Les Chinois exportent. C'est vrai, ils exportent, mais également ils importent. Il apporte une quantité énorme. Pensez que la classe moyenne chinoise comporte 475 millions d'habitants qui ont un seul désir, c'est de consommer comme les Européens. De consommer des huiles d'olive tunisiennes, consommer des dattes tunisiennes, consommer tout ce que les citoyens européens consomment. Pensez que 150 millions de Chinois utilisent, n'est-ce pas, Internet comme un supplément de transactions économiques et que le nombre augmente très sensiblement. Vous êtes au courant, n'est-ce pas, de la cotation d'Alibaba, la firme de commerce électronique chinoise, comment elle a constitué une des premières, vous voyez, captations boursières dans le marché de New York. C'est pour dire le sort du commerce électronique en Chine. L'Afrique. Pensez que, actuellement, les Africains, c'est 1 million d'habitants. Dans 30 ans, ils seront 2 millions d'habitants. Durant cette période, 350 millions d'Africains vont se déplacer de la campagne vers la ville. Donc, ils n'ont plus tout. Ils n'ont rien. Ils vont passer d'une case à la ville pour faire de logement convenablement équipé, ils vont trouver du service de soins, la santé, le service d'éducation, l'enseignement. Donc, c'est un marché colossal qui est estimé à 1 milliard de dollars chaque année. Et l'Afrique, le prix, c'est que vous connaissez. L'Afrique subsaharienne, maintenant, c'est un pays qui est apprécié. La croissance en Afrique, elle est de 5% par an en moyenne. Les investissements en Afrique sont maintenant rentables. Le fonds d'investissement font leur deuxième bénéfice sur les opérations que les réalisent en Afrique. Et l'Afrique, maintenant, elle se sécurise sur le plan politique. Vous voyez, dernièrement, le Burkina Faso, comme le chef d'État a voulu avoir un quatrième ou un énième mandat, il a été viré. Donc, c'est un pays qui se démocratise. Donc, les décisions économiques sont de plus sereines que ces ans. L'Afrique n'est plus un risque politique, mais elle est une opportunité sérieuse pour les entreprises. Nous devons donc orienter nos entreprises pour commercer et s'installer dans le continent asiatique, principalement la Chine, et en Afrique, principalement l'Afrique subsaharienne. Pour cela, il est nécessaire que la diplomatie soit une diplomatie agressive. On sait que pour toute l'Afrique, on a eu 3 ambassades. L'ambassade de l'Afrique du Sud gère 14 pays. Qu'est-ce qu'on fait quand on a cette carte de travail? Il faut que rapidement, donc chaque Africain dit que l'ambassade tunisienne, c'est elle qui va ouvrir la voie aux hommes d'affaires pour commencer à investir. Donc ce n'est pas rien. Pour aller en Afrique, il faut passer par Gaza ou par l'Europe. On perd 2 ou 3 jours pour visiter un continent africain avant de commencer à négocier à faire. Pensez également à la présence financière. Ils ne sont pas présents en Afrique financièrement. Les Marocains ont déjà une présence financière forte. Ils sont la banque, on ne peut pas se développer en Afrique. Et nous pouvons effectivement essayer de partenariat. L'Afrique, c'est vraiment à la Chine. Pourquoi ne pas faire effectivement des accords d'association entre les investisseurs asiatiques pour s'installer en Tunisie et à partir de la Tunisie, rayonner sur l'Europe, sur l'Afrique. Donc c'est une nouvelle stratégie que nous devrons aborder très facilement s'il y a de la volonté politique et c'est indispensable pour équilibrer le paiement extérieur et maîtriser le 3e défi. Le 4e dernier défi, et là ça me ramène à la région des Camerounais précisément, c'est cette vision de développer d'activités novatrices, d'activités dites d'intelligence. Vous êtes au courant que la Tunisie a construit son modèle de développement 112
sur la main-d'œuvre bon marché. C'est-à-dire que nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas très bien rémunérée, donc elle est compétitive par rapport aux instruments, ce qui nous permet d'avoir des produits à un prix assez faible, donc facilement exportable. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Non. Premièrement, la main-d'œuvre utilisée n'est plus bon marché. Le fruit disparaît de croissance, pour profiter à la main-d'œuvre entrante. Et deuxièmement, même si elle est bon marché, elle ne peut plus travailler. La main-d'œuvre tunisienne ne veut plus faire de travaux manuels. C'est main-d'œuvre qui maintenant veut un peu plus, un travail correspondant à sa formation. Diplômé d'université, vous pouvez me demander d'être un maçon. Même si ce travail de maçon, vous avez rémunérateur, et faire un travail d'intelligence. Et d'ailleurs, cette évolution est naturelle, parce que toute la planète s'oriente vers l'intelligence. Vous savez maintenant, l'économie mondiale est tirée par 4 secteurs d'activité économique. Ce qu'on appelle l'NBIC. Qu'est-ce que l'NBIC? N pour nanotechnologie, c'est-à-dire extrêmement petit, extrêmement. Vous savez, le portable que vous avez à la main, c'est une nanotechnologie avec, à partir de quelques centimètres, vous avez accès à toutes les applications de la planète. Et ça, c'est un savoir-faire qui est énorme, qui est poussé par les recherches fondamentales, qui est poussé et c'est pas à la règle. Et ça touche d'autres domaines qui sont plus complexes. Je ne sais pas comment développer maintenant, on peut le faire de notre conférence spécialisée. Deuxièmement, la biotechnologie. La biotechnologie ferait maintenant que l'être humain se robotise de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux qui sont faits par l'homme sont faits maintenant par le robot. Et vous constatez ça principalement au Japon. Au Japon, la population est vieillissante. Donc, il y a effectivement un besoin de s'en occuper. Mais ils n'ont pas de jeunes pour s'occuper des vieux. Ce sont les robots qui s'en occupent. Et les experts estiment que 40%, d'éliminer ce chiffre, 40% des emplois des services vont disparaître grâce à la robotisation. Je vous donne un cas très simple. Actuellement, pour faire une conversation téléphonique, pas, avec un Chinois, vous parlez français, lui parle chinois. C'est impossible, il faut deux traducteurs. Vous voyez, actuellement, l'ordinateur traduit automatiquement votre parole française en parole chinoise, instantanément, et traduit instantanément les paroles chinoises en les françaises. Donc les dialogues sont faits instantanément. Donc, on n'a plus besoin d'interprète, on n'a plus besoin de traducteur. Vous savez que les analyses financières qui sont publiées dans les journaux ne sont pas rédigées par des hommes ou des femmes, sont rédigées par des ordinateurs qui entrent dans la masse d'informations dont ils disposent et conçoivent un article qui est immédiatement envoyé à l'imprimerie. Donc, nous avons toutes les classes d'analyse financière qui va disparaître. On n'a plus besoin. Donc, il faut se préparer à cette mutation-là qui est très profonde sur le plan de l'idéologie. Troisièmement, vous avez également l'informatique, tout ce qui est informatique, et ça vous connaissez, c'est pas la peine de se inventer, également les industries cognitives. Vous savez, le cerveau humain est divisé en deux. Il y a une partie rationnelle, il y a une intelligence sentimentale. C'est l'intelligence rationnelle que les chercheurs maintenant sont en train de développer pour que précisément l'exploiter pour des performances meilleures. Et tout, n'est-ce pas, ces disciplines nouvelles, qui s'en occupent? S'en occupent ce qu'on appelle les GAFA. Qu'est-ce que les GAFA? Les GAFA, ce sont les nouvelles entreprises internationales qui dominent la planète. GAFA pour G, c'est Google. A, Apple. F, Facebook. Et A, Amazon. Ces 4 firmes, tout ce qui est au four, sont en train d'investir, non pas dans leur domaine de base, parce que là, ils ont dépassé, c'est terminé, investir dans de nouvelles technologies. Par exemple, Facebook investit actuellement dans la voiture sans chauffeur. La voiture va circuler dans la ville de Nabel sans avoir besoin de chauffeur. C'est pas sûr, c'est ça. Non, c'est pas sûr. Je vais vous savez comment ils font? Vous avez raison. Vous savez comment ils font? Vous savez qu'est-ce qu'elle fait le Facebook? Parce qu'il s'agit de quoi en fin de compte? Il s'agit d'amasser l'information de l'ordinateur et de faire une intelligence artificielle faite dans la voiture.
Alors, pour avoir des informations sur toute la planète, Facebook fait circuler des chameaux en plein désert dotés de caméras. Et ces chameaux sont en train de circuler, d'enregistrer la cartographie du désert. Il faut que vous ayez la cartographie du désert, donc effectivement, on se voit que c'est l'informatique, vous l'envoyez là-bas, c'est pas un drone, on envoie éventuellement un 4x4, c'est pas ce vous voyez. Donc ça, ce sont des solutions qui se préparent, elles sont très récentes, nous ne le sommes pas maintenant, parce que nous sommes un peu loin, mais que vont se prendre. Parce que vous savez, ça commence en Amérique, ça a apporté à l'Europe, et après, ça nous touche enfin. Il y a un décalage, des décennies, 10 ans, mais ça va venir. Donc, on doit préparer notre jeunesse à cette mutation-là, à ce que l'intelligence soit réellement le moteur de l'investissement. Et là, je vois quatre domaines dans lesquels nous pouvons effectivement agir vite. Le domaine, c'est la santé. Je vais vous dire un chiffre exceptionnel. Actuellement, la première dépense mondiale, c'est l'armement. Vous comprenez, l'humanité, elle consacre à peu près quelque chose comme 12-13% de son revenu pour acheter des armes. Et la deuxième dépense, c'est quoi? C'est la santé. On s'entretue, après on se soigne. Et la part de la santé, qui est actuellement de 12% de dépenses mondiales, va être de 20% dans les 20 prochaines années. Et c'est normal. Vous avez un vieillissement de la population, qui va être demanderesse d'un soutien de santé plus important. Vous avez l'augmentation du niveau de revenus qui a peut-être accès à l'Afrique. Il y a 330 millions d'Africains qui vont être citadins. Donc, suite à la santé, ils vont maintenant en profiter, on peut en bénéficier. Il y a également le Chinois, les Chinoises, qui maintenant se soignent par des médecines plus ou moins traditionnelles, va demander à accéder à une pharmacopée moderne et également industrielle. Donc, la Tunisie, en la matière, a des avantages merveilleux. Le marché est porteur pour la Tunisie. Du côté de l'Europe, nous avons des médecins de qualité, formés européens. Nous avons maintenant à savoir les unités cliniques, qui sont de plus en plus variées et importantes. Nous avons des hôtelleries pour la convalescence et pour les accompagnateurs. Et nous avons par ailleurs des demandes fortes. Pensez que le malade britannique attend jusqu'à une année et demie pour faire une opération chirurgicale, parce que les hôpitaux sont pleins. Une année et demie, vous imaginez? Pensez qu'il y a 6 millions d'Américains qui chaque année vont se soigner à l'étranger. Mais à 1%. C'est 60 000. C'est énorme. Vous voyez, donc la Tunisie, si elle met au cœur de stratégie de développement de la santé, elle ferait plusieurs coups. Premièrement, elle permettrait l'emploi de jeunes diplômés. C'est la santé, les jeunes diplômés. Il faut avoir bac, minimum bac, bac plus 2, pour être un infirmier, pour être un opérateur, pour être un médecin. Deuxièmement, il y a le secteur de l'exportation. Vous avez les Européens qui vont se utiliser comme des Libyens maintenant, qui veulent en marcher chez nous. Vous avez des recettes d'exportation qui sont très importantes, qui vont dépasser même les exportations de marchandises. Mais pour cela, il faut une stratégie toujours. C'est quoi la stratégie? Il faut que le ministère de la Santé cesse d'être le gendarme de la santé. Et l'acte d'investissement dans les cliniques va être terrible. Et le ministère de la Santé est là pour le pays, c'est le respect des normes, c'est le respect des qualités, c'est le respect des droits. Deuxièmement, une agence pour promouvoir la Tunisie comme destination régionale de santé. Parce que je ne nous connaissent pas, que nous connaissent avec nos atouts. Troisièmement, les hommes pour l'installer des cliniques, les hommes de santé. Troisièmement, des agences de voyage spécialisées pour accompagner les malades ou les étrangers. Et là, le Cap-Vert l'appelle précisément est une destination privilégiée pour cela. Vous voyez, les hôtels, ils sont là pour la convalescence. Les cliniques, on peut le faire très rapidement. Elle est très proche des aéroports de Tunis et des Fira. Donc moi, je rêve pour qu'Annabelle soit déclarée comme une capitale régionale de la santé en Tunisie. Et il fait très bon vivre à Annabelle, ils en veulent plus. Donc le malade viendrait à la fois pour se soigner et pour faire un peu de tourisme. Voilà effectivement un vecteur dont les gens doivent s'occuper pour effectivement employer sa jeunesse en maintenant. Le deuxième vecteur d'intelligence, c'est l'éducation. Pour ça, nous sommes avec vous dans ce chantier-là, parce que nous sommes convaincus que l'éducation est un vecteur d'avenir pour la Tunisie. Je vais vous donner quelques chiffres.
actuellement la deuxième source de revenus, bien, des services de l'Amérique et les étudiants étrangers qui étudient en Amérique. Actuellement, il y a une bataille à l'échelle mondiale entre les différentes villes du monde pour attirer les étudiants étrangers. La Tunisie a des atouts énormes en la matière, comme pour la santé. Au lieu d'envoyer nos enfants et dans des conditions pénibles, faire de la médecine, n'est-ce pas, en Roumanie, et des dans quelles conditions misérables, ça coûte très cher, n'est-ce pas, pour les parents. Il y a effectivement ces vides psychologiques, l'enfant qui est très loin de ses parents. Pourquoi ne pas développer la Tunisie comme étant une région pour l'éducation? Pour ces enfants tout d'abord, et également pour les Africains et pour les Européens, parce que le coût, vous m'avez dit que le coût de l'éducation chez vous, c'est appelé à 4 000 dinars, n'est-ce pas? 4 200 à 5 600. 5 600. Vous savez que le coût de l'enseignement en Europe, minimum 30 000, 45 000 dinars. Donc là, le coût en Tunisie est 10 fois moins cher. Même les Européens vont venir là quand on va leur offrir de l'enseignement de qualité. Troisième vecteur, c'est l'informatique. L'informatique, là où on parle, on n'a rien fait. C'est qu'on n'a rien fait, on des ingénieurs, n'est-ce pas, en la matière qui sont de qualité très importante. Là, il faudrait s'en occuper. Donc, vous voyez, les idées ne manquent pas. Et dans cette activité de service d'intelligence, je considère personnellement que la région des Gabon offre le meilleur des opportunités. Comment maintenant nous allons mettre en Tunisie? La Tunisie, elle est passée par des crises. La crise de 69, qui était très grave d'ailleurs, plus grave que celle actuellement de 2011-2012. La crise de 86. Et comment on est sorti? On est sorti de cette crise-là par des innovatrices, par des hommes et des femmes de qualité qui vont oser aller de l'avant et qui ont fait un nouveau chemin de développement. En 69, c'est l'UERA qui a fait la route 72, CAP sur l'exportation. Et en 86, c'est Christophe et d'autres qui ont fait la réforme de la privatisation, donner aux sociétés privées la place qui lui appartient au développement de l'économie tunisienne, et ça a été effectivement un sursaut majeur et a instauré la confiance dans l'économie tunisienne. Maintenant, quelle est l'effort qu'on présente sur cette crise? On présente l'effort de partenariat public-privé. Dans la mesure où l'État tunisien n'a pas le moyen pour investir, du moins durant les années qui vont venir, dans la mesure où le pays a besoin de soins publics importants dans l'infrastructure, au lieu de dire on va cesser d'investir, non, investissons en partenariat entre le public qui va apporter, n'est-ce pas, les infrastructures sur le plan de base, c'est-à-dire le terrain et autres, et le privé qui va apporter les capitaux et les savoir-faire. Mais ce partenariat privé, pour qu'il réussisse, nous remplir trois conditions fondamentales. La première, c'est qu'il faut que l'État se renforce. Parce que l'État va négocier avec le privé. Donc, il n'est pas doté des cadres compétents, d'ingénieurs chevronnés, de juristes de premier ordre. Il ne va pas pouvoir défendre les intérêts collectifs volontaires de l'industrie privée qui recherche des intérêts de courte période. Chose malheureusement là-bas pour l'État tunisien. Il est nécessaire de renforcer l'État tunisien par des capacités de premier ordre et de leur payer le salaire qu'il faut pour le reste. Deuxièmement, vous développez le privé tunisien. Pourquoi? Parce que le privé tunisien n'est pas renforcé. Qui va profiter de cet accord de partenariat privé? C'est étranger. C'est le multinational. Nous ne voulons pas que le multinational vienne en Tunisie pour faire ce que nous sommes censés faire. Donc, inscrire le privé fort est également une obligation pour ceux qui nous gouvernent. Il faut cesser d'avoir peur du privé. Le privé a montré qu'il est nationaliste. Après la révolution, la Tunisie a continué à fonctionner. Grâce à qui? Grâce au privé. Le boulanger du coin n'a pas fermé son boulangerie. La banque n'a pas fermé son agence. Vous voyez, le médecin n'a pas fermé son cabinet. Donc le privé se montrer à la hauteur des défis nationaux, il faut le renforcer et le développer pour son partenaire de qualité devant les Tunisiens. Et troisièmement, et c'est là où effectivement on peut faire un débat très important, il faut des banques fortes. C'est un bancaire fort. Et quand on sait la situation des banques publiques actuellement en Tunisie, on se
Toutefois, le système bancaire tunisien pourrait être suffisamment solide et fort pour développer un partenariat privé rentable et réussi. Donc, nous avons la nécessité d'apporter rapidement la réforme du système bancaire dans un sens permettant à ce jour son rôle dans le centre d'épargne, dans la collecte de ressources, dans le financement de l'économie et également dans la prise des risques pour aborder une nouvelle dimension pour l'économie tunisienne. Voilà donc, mesdames et messieurs, un exposé assez rapide sur le défi que je considère réel de l'économie tunisienne, qui sont de quatre natures. Premièrement, lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Deuxièmement, équilibre des finances publiques pour permettre à l'État de jouer son rôle convenablement. Troisièmement, développement des exportations vers des marchés porteurs innovateurs. Quatrièmement, investir dans l'intelligence pour garantir l'avenir des pays et de votre attention. Merci, Sian. Vous nous aviez fait réellement rêver. On en avait besoin. Rêver avec beaucoup de réalisme. C'était l'objectif atteint par Sian qui a fait toute la question. On va ouvrir le débat maintenant en 10 minutes. On va le faire dans un quart d'heure. Alors, les questions sont les bienvenues. حبيت نرحب كذلك بحياة عاملين عالمين هما يقرأوا فقط ضيوف لزنبيتي تاع النظام اللي تاعنا الرئاسي انبيتي من بعد وفات هما ضيوف الكبير وضيوف ضيوف مرحبا بكم. Le parterre est assez hétérogène, siècle. Le parterre فيه les étudiants en licence qui sont بعضنا شوية يعيشوا. وعندنا des étudiants en master management, master gestion en finance ou en informatique. Nous avons des hommes d'affaires, nous avons des enseignants, la famille des enseignants, le corps professoral. Nous avons des amis de Marc Harry. Vous êtes priés de faire part de vos réflexions, de vos questions, si vous voulez bien, ici à Canada, pour tenter et certainement répondre à vos questions. نبداو رجال الاعمال بالذات يكونوا حاضرين لك الابليكاسيون بريسيز لي زيتيديون خذوا الميكرو. J'ai une question. ديما قدموا روحكم تفضل. كنا بلاش معنا نمشي تعرف سمعنا نشوفوا Bonsoir, je m'appelle Aya Bensessi, je suis étudiante en première année de gestion. Je voudrais vous demander une question. Vous parlez tout à l'heure à propos de l'énergie et surtout du gaz de schiste. J'ai bien entendu à propos de ça et vous avez dit que c'est dangereux sur plusieurs niveaux. Et je suis un peu nerveuse, c'est mon pas dans une conférence puisque le gaz de schiste, c'est dangereux pour la nature, j'ai bien entendu tout ça. Et je voudrais savoir votre opinion de ça. La gaz de schiste, moi, je n'ai pas dit que c'est dangereux. Je dis que c'est une source non conventionnelle qui a fait la grosse petite d'Amérique. J'ai dit qu'effectivement, en Tunisie, nous avons des gaz de pétrole de schiste. Mais malheureusement, au lieu de commencer, je n'ai pas, disons, à produire, non, à explorer. L'exploration, ça ne nous engage à rien. Les actions en la matière sont arrêtées. Parce qu'il y a un lobby écologique que nous comprenons, n'est-ce pas? C'est un problème. Qui dit, que nous comprenons, qui dit que le gaz de schiste, le pétrole de schiste, pourrait avoir des effets néfastes sur l'écologie. Nous voulons tous garantir la qualité de l'environnement en Tunisie, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Bien que quand on voit les saletés qu'il y a dans le pays, on se pose des questions. N'empêche. Mais au lieu d'enterrer la question, parce qu'il y a un lobby démagogique, n'est-ce pas, qui intervient, pour des raisons, je suis sûr, qui ne sont pas totalement saines et neutres,
offrons un débat. Donc j'appelle pour un débat, dans lequel n'assisteront pas les charlatans, pas ceux qui ne connaissent pas la matière, assisteront ceux qui connaissent la matière. Des experts dans le monde énergétique et des experts dans le monde de l'environnement. Et traçant, si nous acceptons de développer l'énergie, nous le ferons dans quelles conditions pour qu'il soit rentable pour l'économie nationale sans des effets aussi pour l'environnement. Merci. Je parlais sur des conférences pareilles. Des conférences pareilles, on apprend aussi la maîtrise de soi. Donc, conférence dans son s'adresse à des seniors, on a le premier management, des personnalités aussi importantes du siècle. On apprend aussi à s'adresser à ces gens, c'est pas parler de la formation par communication, à l'essai de l'âme, pour ne citer que certains d'entre eux. Justement, comment parler aux gens, comment s'adresser aux gens, et surtout comment la maîtrise de soi c'est important. Ils ont un test psychométrique, n'importe quel mauvais. Je passe des concours pratiquement tout le temps à des jeunes qui font. On a quelques مشروع هكذا زي في المية منهم نضيعوا فكرة بعد يرجعوا ومن بعد لا في لا ممتاز أستاذ باش تفضل ميكروب ولا دور ماكش باش ترجع عند الأستاذ enseignant-chercheur faculté d'économie et gestion en Inde. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Ahmed Karam et je remercie les universités pour cette conférence très intéressante. Alors je vais commencer par effectivement le gaz de schiste. Vous avez évoqué le cas des États-Unis, mais vous n'avez pas évoqué le cas de la France. La France a rejeté l'hypothèse du gaz de schiste. Alors, vous dites que voilà, il y a un grand potentiel, les Américains, ils ont tranché, ils ont effectivement exploité, et ça leur permet en fait de se développer et en fait de réduire l'écart de croissance entre l'Amérique et les pays émergents. Mais en fait, moi je pense qu'il ne faut pas comparer l'incomparable, puisque bon, aux États-Unis, il y a un gap technologique. S'il y a un problème environnemental, alors le gap technologique qui nous sépare des États-Unis lui permet de se rattraper. Donc, non au gaz de schiste, je pense en Tunisie. Bon, le débat, bien sûr, on pourra débattre, et le débat, il est là. Alors, il y a un lobby, comme vous l'avez dit, il y a un lobby écologique en face d'un lobby énergétique également. Il ne faut pas oublier, il y a un lobby en Tunisie. Donc, ça, premièrement. Alors, deuxièmement, je pense qu'on peut en fait synthétiser tout ce que vous avez dit en un mot. C'est le modèle de développement. Donc tout ce qui est les questions de système financier, de fiscalité, de formation, de recherche, d'éducation, etc., ça peut, en fait, on peut le synthétiser en le modèle de développement. Alors, lorsqu'on parle de modèle de développement, il faut dissocier de l'approche gradualiste et l'approche de long terme. Alors, vous avez exposé tout, mais vous n'avez pas, en fait, dit les défis de court terme versus défis à long terme. Alors, moi, je pense que l'urgence, par exemple, c'est effectivement le déficit commercial et la dégringolade du dinar tunisien. Ça, c'est une urgence. Alors, les questions de recherche, d'éducation, de fiscalité, ça, ce sont des questions qui peuvent être traitées à moyen et long terme. Donc, comment vous perceviez l'approche gradualiste versus approche long terme? Alors, tout le monde, troisièmement, tout le monde a parlé de ces questions. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est en fait des conditions, moi je l'appelle accompagnateur ou accompagnatrice. Alors moi je pense qu'il y a trois conditions. Alors premièrement, un audit. Un audit précis, concis, transparent. Un audit, lorsque je dis un audit sur le budget, un audit sur la dette, un audit sur les banques qui est en train de se faire actuellement. Donc pour pouvoir tirer les leçons et corriger ce qu'il y a à corriger. Donc un. Deuxième préalable, je pense, un contrat social. Alors il faut réunir les acteurs sociaux avec l'État, avec la société civile et
définir un contrat social, ce qui a été fait en Norvège, ce qui a été fait au Danemark, ce qui a été fait dans l'Occident. Donc, son contrat social, celui qui a été fait en janvier 2013, c'est à la poubelle. Donc, il faut un contrat social sérieux et en fait efficace et efficient. Alors, troisièmement, il faut quand même, la communauté internationale, il faut qu'elle soutiendra la Tunisie, pas des paroles, mais par des actes. Ça a été fait en Europe orientale, ça a été fait aux Pays-Bas, ça a été fait à l'Occident, d'une façon générale. Mais la communauté internationale, lorsque je dis communauté, c'est-à-dire les institutions internationales, Banque mondiale, FMI, etc., et aussi les États. Alors, ce qu'on a constaté actuellement, c'est que, bon, les gens, ils sont en train de nous soutenir, mais pas assez. Donc, troisième ou bien quatrième point, alors vous avez évoqué la question de diversification et les questions d'intégration. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage que vous n'avez pas évoqué la question de l'intégration maghrébine. Alors, c'est vrai que l'Asie, c'est un marché potentiel, c'est un marché très important. L'Afrique subsaharienne également. Mais le Maghreb, ou le Grand Maghreb. Alors, pourquoi? Parce que vous avez déjà des études qui ont été faites et qui montrent que, voilà, la non-intégration, elle coûte au pays 2% de PIB. Donc là, je pense qu'il faut commencer par le Maghreb. Après, vous pouvez diversifier l'Asie, l'Afrique subsaharienne, etc. Alors, dernier point, alors en tant que grand banquier, personnellement, je me suis attendu à un développement beaucoup plus poussé de la question du système financier et de la réforme du système bancaire. Alors comment voyez-vous la réforme du système bancaire? Alors il y a certains qui prennent la privatisation, moi je pense que c'est dangereux, et d'autres, en fait, ils se contentent de recapitaliser les banques et de ne pas en fait traiter d'une façon pertinente et approfondie ce problème des banques, en l'occurrence des banques publiques. Je vous remercie encore une fois. Donc, beaucoup de questions très intéressantes. Je ne vais pas les dire toutes, je ne vais pas répondre à tout, mais je pense que je le tiens. Premièrement, la DG, c'est technologie. Vous savez, cher ami, la technologie maintenant s'achète. Il y a force, heureusement, dans le monde, un marché technologique. Il faut payer le prix, c'est tout. Donc, s'il y a effectivement des solutions technologiques, j'espère qu'il y en a, et je suis sûr qu'il y en a, si on ne peut pas les avoir, n'est-ce pas, localement, on peut les acheter. Deuxièmement, Maghreb. Moi, je ne peux pas dire Maghreb exprès. Parce que le Maghreb, c'est une chimère. On a parlé du Maghreb durant maintenant presque 60 ans, depuis les années 50. Depuis les années 50. Il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Parce que les politiques n'en veulent pas. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes là pour faire des pays, pour construire des pays, pour investir, pour qu'il y ait d'emplois. Moi, je ne vais pas attendre, parce que celui qui va venir après, vous n'affectez pas. Si jamais il veut bien appliquer les conventions, vous savez que le Maghreb est construit. Moi, j'ai dit, quand j'étais à la Banque centrale, j'ai signé plusieurs conventions construisant le Maghreb. Mais aucune convention n'a vu le jour. Je ne aucune. Parce que les politiques, c'est le fils. Donc nous, on est à attendre, effectivement, ce Maghreb qui est là, parce qu'il est déjà construit. Donc on ne va pas le faire, il est déjà fait, sur le plan réglementaire. Mais il est passé sur le terrain, pour mieux maintenant traiter et commercer avec des pays qui n'ont pas le même blocage politique. Vous savez, en Afrique, les gens applaudissent la République tunisienne. Ils connaissent tous Bourguiba, et Bourguiba a été parmi le premier qui est reconnu des États africains dans la mouvance de l'indépendance engagée des années 50. Ils n'ont pas oublié ça. Deuxièmement, je suis surpris moi-même, beaucoup des décideurs africains ont fait leurs études en Tunisie. Donc ils connaissent notre pays, parfois aussi bien que nous, je ne vais pas dire mieux que nous. Donc ils nous acceptent avec beaucoup de bienveillance. Troisièmement, ils savent que la Tunisie c'est un petit pays, donc il n'est pas hégémonique, il ne fait pas peur. Donc ils sont disposés à négocier avec lui plus facilement qu'avec d'autres pays plus ou moins forts comme le Maroc et l'autre. Donc nous avons maintenant ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité historique. Saisissons cette fenêtre avant qu'elle ne se renferme. Parce que dans les affaires, il s'agit d'opportunités. Si vous saisissez maintenant, parce qu'il faut l'épartement et la position concurrentielle sera très forte des pays. Nous avons réellement maintenant une fenêtre forte pour aller en France, en Afrique, et réaliser ce que nous devons faire. Vous savez que nous sommes des Carthaginois, un mois à l'autre. Vous êtes au courant du voyage il y a un an, qui a été fait 3000 ans en
en arrière. Un an avait pris son bateau avec quelques Carthaginois valeureux, il a fait la côte de l'Afrique. Et les journalistes étaient jusqu'à la côte de Guinée. Vous voyez, côte de Guinée. Et vous savez pourquoi il avait posé ce chemin? Parce qu'il voulait aller continuer. Parce qu'il n'a pas eu suffisamment de livres pour ses marins. Donc il a voulu venir à Carthage, remplir son bateau et refaire encore son périple. Ce sont maintenant, ce qu'après un an, 3000 ans avant nous, avec le moyen que vous connaissez. Pensez qu'avec l'Afrique, on n'a même pas les lignes de transport maritime. On n'a pas. Pour envoyer de la marchandise de la Tunisie vers Dakar, il faut aller à Marseille ou ailleurs. Vous voyez, ce sont des choses simples. Maintenant, les séquentiels. C'est vrai, les séquentiels sur le travail des politiques. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que nous allons avoir prochainement un nouveau gouvernement. Et vous savez, en la matière, il y a ce qu'on appelle la période de grâce, qui est de 100 jours, pas plus. Si durant ce 100 jours, vous n'arrivez pas à faire de réformes qui frappent l'imaginaire, vous allez les faire échapper. Pourquoi? Parce que précisément, entre en jeu le contrat social. Nous avons besoin d'aller vite, très très vite, sur des choses qui sont connues. Vous n'avez pas besoin de l'audit pour ça, parce que moi je suis expérimenté, donc je m'exonère, c'est pas de l'audit, je connais tous les domaines, je connais quels sont les problèmes et quels sont les remèdes. Vous voyez, il faut agir vite maintenant. Nous avons un problème de temps qui devrait nous interpeller. Cette jeunesse ne va pas attendre éternellement. Ces régions défavorisées ne vont pas attendre éternellement. Sinon, on va prendre notre temps pour planifier les choses, les organiser. Une troisième révolution, des impulsions pourraient arriver entre temps. Moi, je milite pour l'efficacité sur des questions déjà tranchées. Tranchées tout d'abord à l'échelle nationale, parce que tout le monde sait qu'il y a un problème, tout le monde sait qu'il y a un problème de l'agriculture, tout le monde sait qu'il y a un problème de l'administration, tout le monde sait qu'il y a un problème de marché parallèle. Sans laisser là, agissons. Un gouvernement qui a crédibilité populaire, parce qu'il est élu, devrait normalement assumer ses responsabilités et agir vite durant de son première journée. Sinon, c'est terminé. Quelle est votre question? Le Maghreb? Non, le Maghreb. Le Maghreb. D'accord, en tout cas, le système financier. Système financier. Maintenant, nous parlons de la STD, de la pénale d'APH. Voilà trois banques publiques qui sont dans une situation délicate. Et nous, banques privées, nous sommes malheureux qu'elles soient ainsi. Parce que nous voulons que le marché soit formé par des acteurs efficaces, des acteurs compétents, des acteurs avec lesquels nous pouvons construire l'avenir. Alors, quelle est la solution qu'on doit apporter à ce gouvernement? Tout d'abord, le problème, c'est un problème de gouvernance, de modèle de gouvernance. Les cadres de ce gouvernement sont des cadres pris individuellement, des cadres très compétents, mais ils sont des cadres de gouvernance qui est mauvais, qui ne donnent pas la liberté aux organes de direction, qui fait une confusion entre la banque, entre l'acteur du marché, donc c'est mis à la compétition, c'est mis à la compétitivité, et l'administration qui est publique, donc qui est exonérée de tout ce qui est efficacité. Alors, ce blocage a fait que le PDG de ce banque-là, dès qu'il est nommé le port, on commence à parler des institutions, de son remplacement. Donc il n'a pas le temps pour aller la stratégie, pour la mettre en place. Et d'ailleurs, posons la question. L'État tunisien a-t-il besoin des banques publiques? Je dis non. Pourquoi non? L'État tunisien est déjà une banque. La Caisse des dépôts et des conciliations. Vous savez qu'est-ce que c'est une caisse de dépôt et de conciliation? Elle gère le dépôt des caisses de l'épargne et le dépôt de la poste. Tenez-vous bien, c'est 8 milliards de dinars. C'est la plus grande banque du pays, qui est entre le ministère des Finances, qui est au sein du ministère des Finances. La caisse de dépôt et de conciliation peut faire tout ce qu'il veut. Et cette banque-là sera toujours publique, parce que c'est une émanation de l'État tunisien. Donc pourquoi en plus, la caisse de dépôt et de conciliation, avoir à installer la peine à la BH, à quoi ça sert? Parce qu'avec la caisse de dépôt et de conciliation, vous voulez influencer les choix économiques, influencer les opportunités, les options. Deuxièmement, est-ce qu'il faut assainir les banques publiques? Moi, je suis dans un problème moral là. Pourquoi voulez-vous que moi, citoyen tunisien, verse 1,5 minimum
1,7 milliard de dinars pour couvrir le perte de la gestion de la STB de la BH. Quelle est ma responsabilité? Pourquoi vous prélevez des impôts? Vous voyez, et je m'en suis privé, parce que c'est une déduction de mon revenu, non pas pour construire des écoles, pour faire de banques, de tout le monde, mais pour construire des banques publiques déficitaires. J'ai dit que c'est un problème moral et je suis totalement contre. Deuxième question. Faut-il ou non privatiser ces banques-là? Si on dit que l'État n'a pas besoin de ces banques pour faire sa politique financière, si on dit que la collectivité n'est pas disposée à donner de l'argent à des banques en faillite, quelle est la conséquence? Il faut les privatiser, pas le choix. Quelle est la question? Faut-il les privatiser avec quel partenaire? Là, je suis contre. Parce qu'on associe des étrangers. Il ne faut pas que la maison se fasse avec des étrangers. Pourquoi? C'est toujours économique. Moi, j'ai une approche démagogique. Parce que ce banque-là gère le tiers du parc national. Le tiers. À peu près, je dis, pas encore confondu, c'est autour de 14 milliards de dinars. Alors, le tiers du parc national. Si vous donnez ce tiers de l'épargne tunisienne à des banques étrangères, elle ne va pas l'utiliser pour l'économie nationale. Parce que pour elle, la Tunisie, c'est un compte de vente. Tant qu'elle est stabilisée, j'interviens, elle est risquée, je ferme tout. Allez maintenant demander à une banque internationale en Tunisie de financer à l'hôtel. Elle ne le fera jamais. Elle ne le fera jamais. Vous savez que les banques internationales sont maintenant en train de fermer le zone en Égypte, principalement dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que la stratégie est internationale. La décision ne se prend pas à Tunis, elle se prend à Paris pour la BNP, elle se prend à Casa pour le QG les banques, elle se prend à Amman pour la Rabat, elle ne se prend pas à Tunis. Vous voyez, alors que le parc tunisien devait être géré au profit de l'économie tunisienne. Donc moi je recommande l'association des capitaux privés tunisiens à ces banques tunisiennes. Déjà, ces banques, ils ont le temps du actionnaire tunisien, parce que l'État n'est pas majoritaire, détrompez-vous, malgré ça, il gouverne. Vous voyez, dans la BH, l'État n'est pas majoritaire. Il y a d'autres capitaux tunisiens privés qui sont dans la BH. Pourquoi ne pas augmenter leur part et associer d'autres privés tunisiens pour pouvoir effectivement gérer la banque? Mais il se passe quelque chose, attention. Même si ces banques-là sont des banques privées tunisiennes, nous commettons une grave erreur si nous ne séparons pas entre l'acte de gestion et la propriété. La bonne gouvernance implique que l'actionnaire reste actionnaire et que le gestionnaire reste gestionnaire. Et cette séparation entre les deux organes de gouvernance est indispensable. Il faut que le soin. Nous avons en Tunisie et ailleurs des financiers chevronnés. Quand vous visitez la place de New York, quand vous visitez la place de Londres, la place de Dubaï, vous êtes surpris par le nombre de Tunisiens qui sont au sommet de ces banques-là. Pourquoi ne pas les faire venir en Tunisie et leur donner un mandat pour développer ces banques, à l'avantage d'abord des déposants, à l'avantage de l'opposition tunisienne et forcément à l'avantage des actionnaires. Voilà le chemin que je conçois et qui s'est mis d'ailleurs rapidement, sans voir que son conseil d'une loi. Et c'est le chef de gouvernement qui sera désigné par le parti, parce que c'est le parti qui devrait normalement prendre rapidement ces décisions-là. Pas de problème. Il y aura des gens qui vont dire non, c'est pas normal. Il faut négocier et dire si vous n'êtes pas d'accord, apportez-moi 1,5 milliard de dinars pour ces banques. الله يفيك تفضل زوج سؤال تخرين وكهو الذين يمدعوا تتسنى سؤال بداية mademoiselle c'est bon نخيل نعمل s'il y a une question, une interrogation, c'est ça. Les enseignants, Yassine, micro, merci. Nous avons 5 minutes, ça fait qu'on a exposé la conférence call de 2 heures. Il est 18h moins 5, à 18h, on va prendre l'invitation. Pas de merci. Merci pour cette conférence. J'aimerais bien, donc, dans le cadre de la réforme qui doit réaliser le nouveau gouvernement, donc,
donc 2015. Et je crois que c'est réellement un défi pour le nouveau Parlement et les partis qui ont pris le pouvoir donc, actuellement. Puisque la réforme doit être globale et les solutions qui doivent se présenter, donc ils doivent toucher obligatoirement la fiscalité, notamment pour les forfaitaires, pour ceux qui j'aimerais bien donc voir votre opinion sur la réforme fiscale. Quelles sont les mesures urgentes qui doivent être intégrées dans le cadre de la loi de finances 2015 pour principalement concilier entre les objectifs que je vois contradictoires entre le social, comme on le sait, il y a actuellement une augmentation, donc ces dernières années, une augmentation forte du SMIC par exemple, qui a influencé beaucoup d'entreprises tunisiennes et augmentation du recrutement de l'État, de fonctionnaires qui a influencé le budget de l'État. Donc c'est pour la réduction du chômage et pour augmenter le revenu tunisien moyen. Et dans le même sens, l'objectif de lancement du privé et de la réduction des impôts et de la charge sociale et de la charge fiscale pour le privé, pour qu'il se lance un peu plus dans des projets d'investissement et tout ça. Et merci. Vous savez, moi, je ne crois pas réellement à une vertu qui se base sur de lois. La Tunisie, fort heureusement, a un appareillage juridique qui est presque exhaustif. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas surréglementé, à commencer par l'éducation. Pour avoir une licence, il faut trouver la manière. Vous voyez, moi, depuis de nombreuses années, je vais aider mes amis investisseurs pour répartir des médecines privées. Rien ne tout dit ça, mais je n'arrive pas à vous dire plus d'accord. Donc, le problème en Tunisie n'est pas un problème de nouvelles textes réglementaires. Il en faut peut-être, c'est un domaine, il en faut. Le problème, c'est l'application de la loi. Nous sommes passés par une période où personne n'applique la loi. Personne. Le marché parallèle, depuis le but d'installation majeure, il y a non application de la loi. Si vous appliquez la loi, vous allez voir, le marché va disparaître de tout même. Certes, ça va coûter plus cher. Il y a un lobby qui va réagir. Mais c'est la loi, si vous voulez. La loi est votée pour l'appliquer. La fiscalité. Si vous appliquez la loi, le problème c'est réglé. Certes, il faut effectivement une réforme fiscale. Mais elle ne sera pas faite très vite. Vous savez qu'il y a un texte en Tunisie qui impose aux médecins des factures numérotées pour qu'ils connaissent exactement le revenu pour les taxer en conséquence. Ce texte n'a jamais été appliqué. Alors qu'il règle facilement la taxation de son libéral. C'est des mandats pour les avocats et autres. Donc, au lieu de chercher à créer effectivement des perturbations au niveau de, disons, de quelques groupes politiques, le gouvernement, puisqu'il est maintenant anti-légitimité populaire, devrait commencer, et c'est déjà énorme, à appliquer la loi à tous les niveaux. Les réformes maintenant viendront au moment opportun, après la réflexion publique. Je voudrais bien savoir votre opinion sur l'économie tunisienne, le futur, à court, à moyen terme de l'économie tunisienne. Oui. Alors, moi, je suis optimiste, là. Je pense que l'économie tunisienne, elle est appelée à. Vous savez, nous sommes passés par une période transitoire, qui est pénible, douloureuse, où c'est normal. D'ailleurs, le fait qu'il y ait une croissance, même très symbolique, 2%, ça maintient le cordon ombilical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture. Dans d'autres pays, il y a une chute de production de même de 30%, quand il y a effectivement une production de l'autre. Ça se maintient. Et ça, c'est comme vous avez expliqué, c'est dû à l'administration qui a fonctionné et surtout un secteur privé qui s'est appelé nationaliste. Les hommes d'affaires n'ont pas de ce bras.
peur de la crise, on continue à voyager, continuer à investir. Certes, pas des manières très fortes, parce qu'il y a effectivement de personnes, mais non pas désespérés. Alors, je veux dire maintenant, pour les choses vont se stabiliser politiquement. Et pour moi, il y a une sorte d'hypothèque, c'est arrivé, parce qu'avec les politiques, si en plus, nous allons réussir la stabilité sécuritaire, qui est un grand problème à cause des limites principalement, je pense que la Tunisie, si elle adopte pour des vraies réformes, devrait renouer avec une croissance forte, même à des chiffres d'ailleurs. Mais il faut travailler. Vous savez, le mettre le mot maintenant, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez su, vous imaginez, le travail. Juste toujours le cas de la Chine. La Chine a là des réserves en devises pour 3 000 milliards de dollars, imaginez. C'est-à-dire à peu près 5 000 milliards de dinars, des dinars équivalents, qui sont de échanges de la Chine. La Chine, à ma connaissance, c'est pas pétrolier. À ma connaissance, n'a pas de direct de réforme. Phosphate, c'est nous qui exportons le phosphate dans la Chine. Vous voyez? Mais pourquoi et comment les Chinois ont réussi à avoir ces réserves colossales qui financent les restes du monde? C'est la Chine maintenant qui finance l'Amérique. 3 000 milliards de dollars. C'est ça. Ce sont les minutes de travail qui s'ajoutent les unes aux autres. Minute après minute, minute après minute. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'on peut faire en mobilisation si on s'y met tous, chacun pour son domaine, chacun pour sa démission, à faire 8 heures de travail conjugamment, pas plus que ça, à travailler le charte de travail à laquelle il a signé un accord d'emploi avec l'entreprise. Si nous le mettons à faire ça, vous savez, vous donnez des indices, je fais avec ça, premier indice. Ici, c'est l'indice malheureux. Vous savez combien d'heures travaille un fonctionnaire en Tunisie par jour? 2 heures. 2 heures maximum. Oui, maximum. Et un banquier, c'est hein? un banquier. Un banquier, et un banquier, alors que le fonctionnaire a signé pour travailler 8 heures. Vous savez, on a fait statistique pour voir l'absentéisme de l'État. Je ne vous dis pas le retard que prend un Tunisien. Ça, c'est vous connaissez. Mais un Autrichien, vous savez quel est le retard qu'il fait chaque jour? Combien? 32 secondes. C'est la moyenne de retard fait par les employés autrichiens. 32 secondes par jour. Et 32 secondes. Tout est là. Et c'est ça le secret de la réussite pour le travail. Et vous êtes jeune, profitez de gestes pour travailler. Faites pas un emploi, faites 2-3 emplois. Chaque fois vous avez l'opportunité de travailler, parce que le travail c'est la meilleure formation. Si on travaille, on se forme. Certes, on vient chez vous, on se forme. C'est certes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler pour se former. شكون مازال يعني شكون؟ Il est 18h, vous êtes dans la dernière question, c'est ça. Madame. Imen Karoubi, première master QSE, QSE. Donc, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit qu'on est en train d'attendre l'État. On est en train d'attendre l'État, qu'est-ce que le nouveau gouvernement va faire. Et on a besoin d'actions immédiates. Donc, en tant que PDG d'Amen Bank, qui est vraiment une personne experte dans le domaine économique, je dis bien que vous savez où est-ce que la Tunisie a mal économiquement. Donc, je dis là, quelle initiative a pris l'Amen Bank dans tout ce cadre? Ah oui, il faut opter pour être un leader et non pas un suiveur sur le marché bancaire. Et autrement dit, si on dit l'union fait la force, donc dans ce cas, quels sont les partenariats ou bien comme la même banque avec d'autres, et on a dit que tout à l'heure qu'on a besoin de capitaux privés dans les recherches. Donc normalement, je pense que c'est lucratif. Donc vous pouvez faire, on a besoin de recherche, donc en tant que privé,
vous pouvez faire des recherches et des ventes en tant qu'une institution financière. Donc dans ce cas, comment la main banque dans tout ça, sa stratégie, et selon le magazine African Business, la main banque a perdu 4 points pendant l'année dernière. Encore le classement des banques africaines, dans le classement des banques africaines. Donc pour les 100, dans les 100 premières banques africaines, il y a le Maroc qui a arraché le 4e et le 5e, ou bien je pense le 5e et 6e place, après l'Afrique du Sud. Donc comment la même banque a réagi dans tout ça? D'abord, je vous remercie énormément parce que je ne comptais pas parler de la même banque pour l'occasion. Je ne vais pas. Vous savez, la même banque maintenant, c'est une banque qui a 13% des marchés tunisiens. Notre part des marchés a augmenté, n'a pas baissé. Nous sommes partis de 12% l'année dernière à 13% actuellement. Nous allons continuer à augmenter. Nous sommes maintenant 150 agences installées dans toute la Tunisie, dans d'ailleurs une grande partie de la région du Carpan. Nous sommes à peu près 1200 employés. Nous avons un total bilan de 7 milliards de dinars. Je vais faire 455 millions de dinars, un bénéfice de 100 millions de dinars, ce qui nous fait de nous la banque la plus rentable, le plus rendement des fonds propres, 22%, autrement des actifs, 1,5%. Pour répondre à cette question, je vais vous donner un chiffre très significatif. Vous savez, nous avons utilisé 20 banques. Banque commerciale, il y a des banques d'affaires, il y a d'autres, mais 20 banques commerciales. Alors, la banque est 13% des marchés publics. Prenez l'augmentation des crédits qui vont aux entreprises. Ça, ça nous intéresse. Ce sont des crédits qui financent l'activité économique, le développement des jeunes, donc le développement des pays. L'augmentation du crédit à l'économie provient aux entreprises pour la concurrence de 35% de la main. Donc nous, on va chercher 13%, on assure 35% de crédit dans un mouvement de conjoncture défavorable. C'est la crise. Mieux encore, prenez maintenant des crédits à moyen et long terme qui financent les entreprises. Donc, ce sont les crédits qui financent quoi? Les investissements. Donc, ils prennent un risque sur l'avenir. Parce que l'investissement, ça se règle, les revenus se règlent non pas sur une année, mais sur 7 ans, 8 ans, voire plus. 65% de l'augmentation des crédits à moyen et long terme est financée par la même banque. Donc la même banque finance 65%, le 19 autres banques financent 35% de l'augmentation. Pourquoi ça? Oui, pourquoi? C'est très simple. Parce que nous sommes une banque tunisienne. À capital majoritairement tunisien. Nous croyons ce pays. Et nous avons fait un choix stratégique de départ d'appuyer l'entreprise tunisienne. C'est pour cela que le promoteur de cette école ont trouvé le contrôle politique de la même banque. Et c'est pour cela que vous êtes en train de profiter, vous-même personnellement, de ce qu'a fait la même banque pour soutenir ses promoteurs. La banque participe dans le financement de cette institution. L'exemple le plus concret, le plus proche de nous tous. La banque, c'est l'actionnaire le plus important de cette société. Et on n'a eu aucun mal à boucler notre capital. Je le remercie encore une fois, mesdames et messieurs, en votre nom, au nom du conseil d'administration, au nom de l'équipe dirigeante, au nom du corps professoral, au nom de nos amis, je réitère les remerciements à mon ami Si Ahmed. Sa conférence est brillante comme d'habitude. Il a fait tout le tour de la question. Les questions étaient aussi intéressantes. C'est notre deuxième conférence. La troisième suivra dans un mois. Merci pour votre présence. N'oubliez pas que pour les étudiants, cette conférence rentre dans le cadre de vos études. Vous êtes appelés à établir des rapports et à les rendre convenablement dans les mairies. Vous serez notés sur ça. J'espère que je me
pas, je suis sûr que la conférence a été bénéfique et instructive pour tout le monde. Merci de votre présence. Et à la prochaine. Les étudiants encore, les étudiants la photo de famille, la photo souvenir à Niger. Les étudiants encore de l'autre jour. La votation à la secrétaire, je vous dis, secrétaire, Allez.